47 zeta-octets en 2020. Un zeta-octet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 milliard de téraoctets, de 2 zeta-octets de données numériques stockées dans le monde. En 2010, on est passé à 47 aujourd'hui, ce sera 612 en 2030, le double 5 ans plus tard. Bref, le big data, ce n'est pas une croissance, c'est tout simplement une explosion. Et ici, sur Way, le média de l'aventure digitale, au lieu d'avoir le vertige, on essaye de décrypter, de comprendre l'utilité de ces data. Et on va voir ça tout de suite avec Mathieu Letombe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de WeThings, que vous connaissez depuis ses débuts d'ailleurs. Vous allez nous expliquer comment la data nous sert tout simplement à aller mieux. Comment, en récoltant ces données, on pourra un jour, enfin dès aujourd'hui, mais peut-être tous, aller encore beaucoup mieux demain. Pourquoi? Parce que WeThings conçoit des objets connectés. Ce sont des balances, des tensiomètres, des montres par exemple, des objets qui sont faciles d'accès, des objets design en plus. Alors avec ce suivi à distance de la santé, on imagine que vous récoltez une quantité phénoménale de données et je voudrais savoir tout simplement où elles vont ces données, comment ça marche, qu'est-ce que vous en faites? Donc déjà où elles vont sur nos serveurs. Donc on a des serveurs, donc des gros disques durs qui stockent toutes les données. Ils sont hébergés en Europe pour nos clients européens et aux États-Unis pour nos clients américains. On stocke plusieurs types de données. Déjà les données qu'on va rendre aux clients. Donc aujourd'hui on est capable de suivre à peu près 20 types de données différents sur nos différents capteurs. Ça va du poids à la tension, à l'activité, au sommeil, capable de stocker des électrocardiogrammes. Donc ça c'est rendu à l'utilisateur. Alors, quand vous dites que vous les rendez, c'est-à-dire qu'elles passent par chez vous, mais ils les récupèrent ensuite. On a une application qui leur permet de stocker leurs données sur nos serveurs, de les voir, de les visualiser. Pas simplement de voir la dernière donnée, mais aussi de voir les tendances, les progrès qu'ils font, etc. Donc ça, c'est notre objectif premier, c'est de les rendre à l'utilisateur. Et ensuite, cet utilisateur, lui, il peut les partager. Il peut les partager avec des amis, sa famille, mais surtout son médecin. Son médecin. On travaille dans la santé. Et donc ça a une valeur ajoutée pour que le médecin puisse mieux suivre la santé de l'utilisateur et du patient à terme. Alors vous avez d'autres données qui viennent des produits cette fois-ci pour améliorer la qualité des produits. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Exactement, donc on a une chance incroyable quand on fait des objets connectés, c'est que on continue à communiquer avec le produit et comprendre comment il fonctionne. Un exemple assez basique, ça peut être juste de voir la durée de vie de la batterie du produit, comprendre si il se comporte correctement et comprendre comment on peut l'améliorer par rapport à l'utilisation que l'utilisateur en fait. Donc vous êtes en permanence en amélioration, en adaptation constante de vos produits. Derrière ces objets connectés, on imagine qu'il y a de l'intelligence artificielle. En quoi la récolte de ces données et le traitement de ces données va améliorer l'efficacité de ces objets, mais surtout la question qu'on se pose, c'est comment ça va améliorer notre santé? Pourquoi c'est utile alors vous n'aimez pas les appeler des consommateurs, vous les appelez des patients. Pourquoi c'est utile aujourd'hui pour un patient, ce suivi? Il y a plusieurs choses. Je vais prendre l'exemple très concret. On a un capteur de sommeil qui mesure le rythme cardiaque pendant la nuit et le rythme respiratoire. Et on est passé de cette simple mesure et en regardant les signaux un peu bruts du produit, on a été capable de détecter l'apnée du sommeil sur le même produit. Donc il y a un avantage fort pour l'utilisateur puisqu'on va pouvoir détecter une maladie qui est complètement sous-diagnostiquée et qui est très, très, très sévère. Et donc voilà, on continue à améliorer ces produits-là, même a posteriori après l'avoir vendu il y a quelques années, grâce à ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle sur des produits qui sont existants. Ce qui est la grosse différence, c'est qu'au lieu d'être un suivi ponctuel, comme nous qui allons chez le médecin une fois de temps en temps ou quand on a un problème, là on a un suivi 24 heures sur 24. On peut analyser régulièrement et sur la durée. Exactement. Un des problèmes du système de santé actuel, c'est qu'on va voir son médecin tous les 6 mois, qu'on se pèse une fois, qu'on prend sa pression et on s'en va. Aujourd'hui, nous, on a la capacité de faire ça tous les jours et de voir des tendances. Et je pense que le mot tendance, il est important parce qu'on peut voir une amélioration ou une dégradation et on base pas tout juste sur un seul point de données, comme c'est le cas aujourd'hui dans la santé un peu empirique. Vous parlez même d'une mine d'or, alors pas commerciale, quoique, mais d'une mine d'or pour les médecins, pour le système de santé, ces données, et qu'aujourd'hui elles sont sous-exploitées. Pourquoi ?
Je pense que le système actuel n'est pas forcément construit pour pouvoir exploiter ces données. On a encore un peu de mal à implémenter le DMP, par exemple. Par contre, ce que nous, on voit aux États-Unis, Le c'est que DNP, c'est quoi? le dossier médical partagé ou personnalisé, je sais Mhm. plus. Mais globalement, c'est le dossier qu'essaye de mettre en place le gouvernement français pour que justement tous les professionnels de santé puissent avoir accès à nos données de santé qui sont mesurées d'un pharmacien à un cardiologue à un médecin généraliste. Et ça, ce serait un outil extrêmement utile. Ce serait très utile, je pense. Et aujourd'hui, c'est en train d'être, enfin, c'est fait aux États-Unis depuis maintenant quelques années. Mhm. Et donc, c'est pour ça que nous, on va plutôt se projeter aux États-Unis qu'en France à court terme, parce que les professionnels de santé commencent à avoir l'habitude à utiliser des objets connectés et à digitaliser la manière dont est fait la médecine. Et même les assurances aux États-Unis qui évidemment se mettent sur le créneau de la prévention. Pourquoi culturellement est-ce que les Américains sont moins réticents que nous, tout simplement, à l'e-santé et au partage des données médicales? Je pense qu'ils sont aussi un peu plus, on va dire, technophiles. À la fois l'utilisateur, le patient, le citoyen, mais aussi le système qui est en face. Mhm. C'est quand même un pays où les plus grosses entreprises sont très tech. Et en fait, tous les entreprises, même les hôpitaux, sont très à même à se connecter à des objets, à utiliser la donnée. Mhm. Donc je pense qu'il y a une vraie appétence pour la technologie. Et puis il y a aussi des problématiques de santé aux États-Unis qu'on a heureusement, entre guillemets, pas en France. Des maladies plus chroniques. Beaucoup plus de maladies chroniques, d'obésité morbide, d'hypertension. Mais donc ils sont obligés de se transformer. Il s'avère c'est un pays qui est très technophile et donc je pense que ça va ils accélèrent. Et puis après il y a la crise du Covid qui a aussi accéléré l'implémentation de la télémédecine et aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc ça aide beaucoup. Oui, alors en France, on s'y est beaucoup mis pendant le confinement. Le nombre de téléconsultations a explosé. Autre exemple, je ne le savais pas, de l'utilité d'un objet connecté comme le vôtre. Par exemple, vous êtes venu à la rescousse des hôpitaux Oui. pour les mesures du taux d'oxygène dans le sang. Racontez-moi. Exactement. Donc nous, on a sorti un produit qui s'appelle ScanWatch, c'est une montre qui permet entre autres de mesurer le taux d'oxygène dans le sang, qui n'avait pas l'accréditation pour être mise sur le marché européen au moment du confinement. Et on a eu une sorte de raccourci de la NSM qui nous a permis d'en fournir aux hôpitaux parisiens pour qu'ils puissent suivre le taux d'oxygène dans le sang à distance de certaines personnes qui n'avaient pas on va dire, des problèmes suffisamment sévères pour être hospitalisés, mais qui nécessitaient un suivi à distance. Pour éviter des complications. On le voit, ce marché de la e-santé, il est en pleine expansion et même en pleine accélération avec le Covid. Mais la question qu'on se pose tous, nous, patients, que vous vous posez tous, sûrement, vous qui nous écoutez et nous regardez, c'est tout de même la confidentialité des données. Comment je sais, moi, que si je vous donne mon âge, mon poids, mon taux de sucre dans le sang, mes antécédents médicaux, ça va se retrouver chez vous et puis je vais me retrouver fiché un jour. Je pense que déjà, il faut être très clair avec nos clients, nos utilisateurs, nos patients. Nous, dès le début, on leur a dit que leurs données leur appartenaient et nous appartenaient pas. Déjà, elles sont complètement anonymisées pour tout le travail que nous, on fait pour améliorer les produits. Et ensuite, on leur laisse partager leurs données avec qui ils le souhaitent. C'est eux, c'est nos utilisateurs qui prennent... on va dire proactivement l'initiative de partager la donnée, c'est pas à nous de le faire, et ça on a toujours été clair depuis notre création là-dessus. Et donc je pense qu'il déjà faut être clair, faut le respecter, et ensuite il y a pas mal de choses qui sont mises en place comme RGPD, comme... Alors RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui s'inscrit en France dans la loi informatique et liberté. C'est suffisant, ça nous protège, c'est une garantie supplémentaire. Je pense que c'est une vraie garantie, je pense que c'est quelque chose que n'ont pas les Américains, mais je pense qu'il va falloir continuer à améliorer ces sortes de protocoles comme les RGPD pour toujours être en phase avec ce que va créer la nouvelle technologie qui va être de plus en plus poussée et profond. Quels sont vos objectifs à court terme? On voit bien qu'il y a eu une accélération avec le Covid, là, vous nous en avez parlé. D'abord, est-ce que ça a changé votre business model? Est-ce que vous avez bifurqué dans une direction que vous n'aviez pas prévue? Et est-ce que vous avez d'autres objectifs à court terme là, devant vous? Je pense que ça n'a pas réellement changé nos objectifs, par contre ça les a accélérés. Ouais. Je pense que de manière générale, la télémédecine par exemple, elle a accéléré de 3-4 ans, enfin ça aurait mis 3-4 ans pour arriver là où on en est après 3 mois de crise du Covid. Et donc je pense que ça a juste accéléré la mise en place de l'utilisation d'objets connectés dans la vie de tous les jours, dans la vie qui servent à des médecins à distance. Donc du coup, la prochaine étape pour vous, ce serait quoi?
Pour l'entreprise, Non, oui, oui, bien sûr. Votre marché. c'est d'accélérer en même temps que l'accélération qu'on voit. Et encore une fois, même si la France s'y prépare, les États-Unis ont vraiment 3-4 ans d'avance sur nous. Peut-être qu'un jour, ce sera même remboursé par la sécurité Mais sociale. ce sera le cas, je pense. C'est vrai. Oui, puisque ce que vous nous dites, en fait, et ce qu'on a compris, c'est que ces objets connectés, c'est de la technologie, mais au service, réellement, vous le pensez, d'une amélioration du suivi de soins. En général, il faut faire quoi? Un travail de vulgarisation auprès... vous faites du lobbying auprès du gouvernement, vous allez voir les médecins généralistes. Je pense qu'il faut montrer des preuves. Et aujourd'hui, les Que ça preuves, marche. oui, et aujourd'hui, les preuves, elles viennent des États-Unis puisqu'ils sont en avance. Il y a 50% des personnes qui sont à risque pour le diabète qui rentrent dans un programme pour perdre du poids qui ne sont plus à risque pour le diabète après 9 mois. Donc c'est énorme considérant qu'il y a 80 millions... 9 mois de programme, de perte de poids, d'augmentation de l'activité, globalement changement des habitudes qui peuvent être aussi alimentaires. Et donc je pense qu'il y a des preuves. C'est pareil, le suivi de l'hypertension quand on a un coach tous les jours qui vous appelle pour savoir si vous avez pris vos médicaments, si votre tension a augmenté, c'est autre chose que voir son cardiologue tous les 6 mois. Et donc ces programmes-là, ils ont des preuves et il va juste falloir qu'on les regarde et qu'on l'accepte et qu'on accepte ce changement un peu de paradigme sur la façon dont on fait la santé demain. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre métier, puis surtout les perspectives que ça ouvre. On comprend que c'est un suivi plus facile, en fait, en plus facile d'utilisation pour le patient 24/24, donc avec d'énormes bénéfices pour la santé, que les États-Unis sont en avance sur nous, mais qu'on y vient, que ça a été accéléré par le Covid et que vous espérez une adoption de masse au service du système de santé et qu'aujourd'hui, on a les preuves, d'abord, que c'est bénéfique, et deux, que finalement, ces données sont protégées. En tout cas, elles restent confidentielles chez vous. Merci infiniment d'être venu nous en parler aujourd'hui. Allez hop 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 mon JPEG, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.